L'histoire commence dans une luxueuse salle d'accouchement VIP où une femme feuillette nonchalamment un magazine en attendant de donner naissance. Mais sa patience lâche et elle hurle avec colère aux infirmières de se dépêcher de sortir le bébé, tout en restant concentrée sur son magazine. Quelques instants plus tard, le son d'un bébé qui pleure remplit la pièce. Un membre du personnel se précipite à l'extérieur, félicitant joyeusement le grand-père. Les invités se rassemblent, offrant leurs félicitations à Monsieur Liu, qui les remercie gracieusement pour leur gentillesse. Curieux, il interroge une des servantes sur l'endroit où se trouve Shikuan pour entendre seulement que le jeune maître est occupé à gérer quelque chose sur terre. Son expression s'assombrit immédiatement, furieux de l'absence de son fils et le traitant de bon à rien sans valeur. Soudain, un cri étrange et perçant résonne depuis l'intérieur de la salle d'accouchement, laissant tout le monde surpris et mal à l'aise. Monsieur Liu se lève rapidement, anxieux, et exige de savoir ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de la pièce, les yeux de la mère s'écarquillent sous le choc lorsqu'une lumière aveuglante jaillit. Lorsque le grand-père et ses assistants se précipitent, ils sont stupéfaits, figés dans l'incrédulité. La lumière éblouissante provient du nouveau-né lui-même, son petit corps enveloppé dans des arcs d'éclairs dorés. Pour tous les autres, c'est un miracle, mais pour le bébé, c'est tout autre chose. Dans son esprit, il ricane en pensant que personne ne croirait jamais qu'un simple roturier comme lui renaîtrait dans une famille aussi puissante, s'éveillant avec un sens divin. Un écran système clignote devant ses yeux, confirmant l'activation d'un sens divin de type foudre atteignant déjà la puissance du niveau de la mère. Le grand-père a du mal à croire ce dont il est témoin. Son petit-fils est né avec un pouvoir inné qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Sa canne glisse de sa main alors qu'il crie d'étonnement à propos de ce talent divin inégalé. Submergé de joie, il lève le nouveau-né haut et déclare à toutes les personnes présentes que le clan Liu a donné naissance à un prodige unique en son genre. Pourtant, au plus profond de lui, le bébé nourrit sa propre ambition. Il jure de tout saisir de ce clan et de s'assurer que son soi-disant père n'aura plus jamais une chance dans la vie. Pendant ce temps, les femmes de chambre chuchotent entre elles, étonnées que le jeune maître sourit au lieu de pleurer, un présage, disent-elles, d'une destinée extraordinaire. L'aîné promet fièrement de consacrer toute la force du clan à élever cet enfant. Pourtant, l'esprit de notre protagoniste s'agite. Il réfléchit aux 6 derniers mois depuis qu'il a été tué par cette crapule ignoble, se sentant toujours comme si tout cela était un rêve. Il y a à peine un mois, il a été tué par son mari et renaît comme son bébé dans son ventre. Elle, qui était maintenant sa mère, avait bu un tonique spécial préparé par l'une de ses fidèles servantes. Au moment où le liquide a touché ses lèvres, une puissante lueur dorée a commencé à rayonner de son corps. À cause de cela, il a acquis un don extraordinaire, une capacité de croissance accélérée, et étonnamment, il avait déjà atteint le rang des alors qu'il était encore dans le ventre. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de l'immense différence entre les clans puissants et les roturiers. Les gens ordinaires risqueraient leur propre vie pour la force qu'ils possédaient maintenant avec désinvolture avant même de naître. Mais cette capacité l'a intrigué. Croissance accélérée? Il n'y avait aucun enregistrement connu d'une telle capacité. 2 mois plus tard, il s'est retrouvé au milieu d'une dangereuse crise d'absorption causée par l'embryon original de la mère, mais la fortune l'a favorisé. Utilisant sa croissance accélérée, il a consommé complètement l'embryon original et a absorbé son pouvoir, gagnant un sens divin de type foudre inné. La foudre, un élément rare et formidable. La pensée l'a ravi. Il a juré de profiter pleinement des ressources infinies de sa famille, nourrissant son propre corps et son propre pouvoir jusqu'à ce qu'il se tienne au sommet. 3 mois plus tard, son sens divin de la foudre avait déjà progressé jusqu'à un stade intermédiaire. Pendant ce temps, une scène entièrement différente se déroulait dans le monde à l'extérieur de son minuscule sanctuaire. Des talons hauts de femme et des sous-vêtements éparpillés jonchaient le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, des pieds emmêlés et des chuchotements chauds remplissaient l'air. Sa mère était allongée là avec un homme aux cheveux blonds, indifférente au fait qu'elle portait un enfant. L'homme l'a interrogée nerveusement, lui demandant si elle n'avait pas peur. Elle a répondu froidement, disant que son mariage n'était qu'un arrangement politique. Pourtant, à l'intérieur de son ventre, le fœtus, notre protagoniste, entendait tout. L'homme aux cheveux blonds doutait que l'enfant soit même le sien, tandis que la femme ignorait ses paroles et l'exhortait passionnément à continuer. Le bruit et le chaos de sa mère et de son amant secret ont secoué l'énergie de l'enfant à naître. Absorption, le frustrant profondément. Irrité, il a libéré une explosion d'énergie qui a fait halter sa mère, se plaignant que cela la brûlait de l'intérieur. Au 6e mois, son pouvoir avait déjà atteint le rang des maximales, et il en est venu à comprendre pleinement la constitution unique de sa mère. Un jour, un bel homme se tenait silencieusement, regardant le ventre de la femme, l'impatience dans ses yeux alors qu'il se demandait quand l'enfant finirait par naître. De l'intérieur, l'enfant à naître a ouvert les yeux et a regardé l'homme avec une haine féroce. Son esprit a qualifié l'homme de simple bâtard sale. Soudain, un souvenir de sa vie antérieure a clignoté devant lui. Il s'est rappelé le jour où il a été averti de bêtes terrifiantes. L'un de ses camarades, gravement blessé, l'avait imploré, l'appelant frère Liu, de s'échapper pendant qu'il le pouvait encore. Le compagnon a crié à l'aide, piégé et désespéré, mais tout ce que le jeune homme pouvait faire était de rester là à regarder. Ce jour-là, son ami a été déchiré par une créature monstrueuse,
ses cris résonnant alors que la bête le dévorait entier, tandis que Liu restait figé à regarder chaque instant. Avec un sourire tordu, le traître donne l'ordre, nourrissez la bête et formez le noyau spirituel. Ses yeux brillent de malice alors qu'il regarde la scène, savourant chaque seconde du désespoir de sa victime. À ce moment, le jeune homme le remarque, un énorme pic se précipitant vers lui avec une intention mortelle. Avant qu'il ne puisse réagir, son ancien compagnon enfonce une énorme branche directement dans sa poitrine, le soulevant dans les airs sans une once de pitié. Il baisse les yeux sur la blessure béante, incapable de comprendre la trahison qu'il vient de subir. Des rires jaillissent de la crapule, aigus et moqueurs, résonnant dans l'air alors qu'il se délecte de l'instant. Il ricane, disant que c'est ce qui arrive quand les imbéciles surestiment leur propre force. Le jeune homme est jeté de côté comme des ordures, son corps brisé. Avec des forces déclinantes, il accuse le traître de ne l'avoir utilisé que comme appât pour nourrir les bêtes. Alors que les ténèbres se referment, une seule pensée saisit son esprit, qu'adviendra-t-il de ses petites sœurs? Les souvenirs reviennent en arrière, il dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il reviendrait bientôt. Il se souvient avoir saisi son arme et être sorti pour ce qui semblait être une autre mission, laissant derrière lui 3 filles innocentes qui attendaient dans cette petite maison. Cette nuit-là, sous la pâle lueur de la lune, les sœurs ont regardé à travers la fenêtre, se chuchotant quand leur grand frère reviendrait enfin à la maison. De retour dans le présent, dans le ventre, le protagoniste René bouillonne de rage. Son cœur brûle d'un seul vœu de détruire celui qu'il a arraché à sa famille. Rassemblant son énergie, même en tant que fœtus, il concentre son pouvoir et lance un coup de poing dévastateur vers l'extérieur. Le coup se connecte, frappant le visage de son soi-disant père avec une force à laquelle personne ne s'attendait. L'homme est projeté en arrière, s'écrasant au sol dans l'agonie, complètement stupéfait par la frappe invisible. Après cela, la mère a halté de douleur alors que l'enfant dans son ventre a soudainement commencé à donner des coups de pied de l'intérieur. Pendant ce temps, le père traître se roule par terre, agrippant son visage, toujours incapable de comprendre ce qui vient de se passer. La femme gémit de frustration, se plaignant que l'enfant cause déjà des problèmes avant même de naître. Inquiet, le grand-père ordonne rapidement à l'infirmière de vérifier ce qui se passe dans la salle d'accouchement. L'infirmière hésite un instant, puis explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, ce qui a accéléré son développement bien au-delà de la normale. Soudain, elle s'arrête au milieu de sa phrase, choquée de réaliser que le bébé est sur le point de naître. La mère, se tordant de douleur, crie pour que quelqu'un appelle immédiatement la meilleure équipe d'accouchement. À l'intérieur du ventre, le garçon se lamente, pensant qu'il n'avait atteint que le niveau des maximums dans sa vie passée, et que maintenant, avant même sa naissance, il est déjà sur le point de percer. Un mois plus tard, la famille Liu organise un grand banquet pour célébrer la naissance du nouveau-né. Des familles influentes de tout le Chao méridional arrivent avec des cadeaux extravagants, désireuses d'honorer le futur héritier du clan. Au milieu des festivités, le grand-père est assis tranquillement en regardant un spectacle de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'un mois se repose paisiblement dans les bras d'une autre servante, complètement calme malgré la célébration bruyante. Un invité s'avance pour féliciter Maître Léo pour son petit-fils. L'aîné hoche la tête poliment, bien que ses pensées semblent lointaines. Un autre invité s'approche du père du garçon, lui offrant également ses félicitations. Mais le regard acéré du nourrisson se fixe sur cet homme, le même homme qu'il a trahi dans sa vie passée. La colère monte dans le bébé. C'est cette personne même qu'il a arrachée à ses sœurs. Là, sur le champ, il jure silencieusement de se venger. Les souvenirs affluent. Les visages de ses petites sœurs rayonnent de joie alors qu'elles se préparent à partager un petit gâteau d'anniversaire, leurs yeux pétillants d'excitation. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec frère Shen qui était impatient et le grondait d'être en retard pour une mission. Il s'est excusé, mais Shen s'est contenté de railler en pensant secrètement qu'il l'avait engagé juste parce que des rumeurs affirmaient qu'il était désespéré d'argent. Shen lui a conseillé de mieux utiliser son cerveau, et le jeune homme l'a remercié pour l'opportunité d'emploi de toute façon. De retour à la maison, ses sœurs attendaient avec impatience son retour pour qu'elle puisse enfin goûter le gâteau. Il avait dit au revoir à l'une d'elles, lui promettant qu'il ne serait parti que pour le travail et qu'il reviendrait bientôt. Sur ce, il a attrapé l'arme rangée dans son sac et est sorti, laissant les 3 petites filles seules, attendant anxieusement son retour. Cette nuit-là, elles se sont assises près de la fenêtre en regardant la lune, murmurant leur souhait que leur grand frère rentre vite à la maison. Ailleurs, dans une forêt sombre, un mystérieux portail lumineux scintille. Un homme s'approche, une cigarette pendante de ses lèvres. C'est le même homme qui avait félicité le jeune maître G plus tôt au banquet, le jeune maître G lui-même, le chef apparent d'une opération secrète dangereuse. Entouré de ses fidèles subordonnés, le jeune maître G demande calmement des nouvelles de l'avancement de leur mission. L'un de ces hommes rapporte rapidement qu'ils sont à l'intérieur depuis un certain temps et que la bête devrait être bien nourrie maintenant. Content, le jeune maître G complimente le vieux chêne, louant l'efficacité avec laquelle il travaille et notant qu'il a dû être bien élevé. Se tournant vers la femme à côté de lui, il déclare que tout ce voyage a été fait pour elle. Mais elle se contente de se moquer, le traitant de rien de plus qu'un autre voyou de la famille G, désespéré de gravir l'échelle sociale. Ignorant l'insulte, le groupe de traîtres se dirige vers le portail lumineux,
se préparant à quitter cet endroit stérile et désolé. Pendant ce temps, dans une autre partie du terrain vague, l'un des compagnons du héros l'avertit de toute urgence d'une bête dangereuse à proximité. À leur grande surprise, le jeune maître G est informé que quelqu'un a survécu au massacre précédent, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il sourit, mentionnant que plus de nourriture sera utile pour leur médecine. Le vieux Chin fronce les sourcils, confus, expliquant que tous ceux qu'ils ont rencontrés n'étaient que des soldats de niveau D. Comment quelqu'un pourrait-il être encore en vie? Soudain, un bruit assourdissant résonne dans toute la zone, attirant tous les regards dans une direction. L'expression de leur chef se durcit alors qu'il évalue la situation. Bientôt, la source de l'agitation est révélée, une bête avec une blessure fraîche à la patte, lançant un regard noir à une silhouette solitaire. Le voilà, le jeune homme meurtri et épuisé, tenant bon pour ce qui pourrait être son dernier combat. L'un des traîtres s'avance prudemment, mais le jeune maître G exige de savoir qui a osé blesser sa bête. Puis ses yeux s'écarquillent de reconnaissance, il connaît le survivant. Yann, dit-il en état de choc. Le jeune homme tourne la tête, confus, appelant frère Shen, essayant toujours de comprendre ce qui se passe. L'ami de Shen demande nerveusement s'il avait amené des renforts, et pris de panique, plusieurs ennemis se dispersent et fuient les lieux. De retour dans la chronologie actuelle, le bébé René serre son petit poing, jurant de venger cette profonde querelle de sang. Il tend les bras, émettant de doux bruits de bébé au traître qui se tient maintenant devant lui. L'homme se fige, sans voix, incapable de comprendre ce que veut l'enfant. Le père du bébé explique fièrement que son fils veut être tenu, appelant cela le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, le traître prend prudemment l'enfant, le remerciant même pour ce qu'il appelle une récompense inattendue. Le petit laisse échapper un faux cri, masquant sa véritable intention. En un instant, une énergie de foudre jaune jaillit de son petit corps, choquant le traître avec une poussée de puissance. L'homme hurle d'agonie alors que l'électricité le traverse, forçant ses mains à relâcher leur emprise. Le bébé tombe lourdement sur le sol du manoir, le bruit sourd attirant les halètements des femmes à la fête et interrompant la musique au milieu de la performance. Tous les yeux se tournent vers la scène. Le grand-père regarde en silence, son expression illisible, tandis que les parents du bébé restent figés, choqués par ce qui vient de se dérouler. Sur le sol, l'enfant pleure immédiatement bruyamment, gardant sa façade innocente et trompant tout le monde autour de lui. Le traître, maintenant trempé de sueur froide, tremble de panique, réalisant à quel point les choses ont mal tourné. Terrifié par ce qui venait de se passer, le traître se fige de peur. Le visage du grand-père se tord de rage alors qu'il crie, furieux que quelqu'un ait osé laisser tomber le précieux héritier de la famille Liu sur le sol. Le lâche se jette immédiatement à terre, rampant à leurs pieds. Il prétend désespérément que ce n'était pas sa faute, insistant sur le fait que le jeune maître a bougé tout seul. Mais le père du bébé n'en croit pas un mot. Avec un regard rempli de mépris, il donne un coup de pied brutal à la poitrine de l'homme, le traitant de rien de plus qu'un chien. L'impact envoie le traître s'écraser sur le sol de marbre, gémissant de douleur. Rampant sur ses mains et ses genoux, il implore le pardon, jurant qu'il ne ferait jamais intentionnellement de mal au garçon. En preuve de loyauté, il offre même ses trésors pour s'assurer que les blessures du jeune maître sont soignées. Mais au lieu de la sympathie, le père du bébé lui adresse un sourire froid et moqueur, appréciant clairement son humiliation. D'un ton glacial, il ordonne aux gardes de traîner l'homme dehors et de lui administrer une bonne raclée. Pathétiquement, le traître le remercie pour la punition, tremblant alors que le garde le voit. Pendant ce temps, une servante soulève délicatement le bébé et le remet dans ses bras. Caché contre son épaule, le protagoniste infantile recourbe ses lèvres en un sourire mauvais et satisfait de voir à quel point son petit plan a parfaitement fonctionné. Le traître, maintenant meurtri et hébété, regarde avec confusion, incapable de comprendre comment tout avait dégénéré si rapidement. Mais l'enfant intelligent recommence immédiatement à pleurnicher, criant fort pour maintenir sa parfaite façade innocente. Le vieux traître trébuche sous le choc, incapable de croire que l'enfant est revenu à pleurer si facilement. Le grand-père ne perd pas de temps et ordonne à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il a subi des blessures à la suite de la chute. Une fois l'enfant emmené, l'aîné tourne son regard froid vers son fils et le critique vivement. Vu leur statut familial, dit-il, il n'est pas nécessaire de garder des clochards inutiles dans les parages. Ces paroles piquent profondément et, avec un grognement méprisant, le patriarche quitte la fête, furieux de cette scène honteuse. Le père du garçon serre si fort un verre de vin dans sa main qu'il se brise, du sang dégoulinant de sa paume. Sa rage déborde alors qu'il se déchaîne en donnant un coup de pied brutal directement au visage du traître. Ne s'arrêtant pas là, il le frappe à nouveau avant d'ordonner aux gardes de le traîner dehors et de le donner à manger aux chiens de la maison. Les supplications du traître tombent dans l'oreille d'un sourd alors qu'il est emmené comme un déchet. L'hôte dit alors calmement aux invités stupéfaits de continuer à profiter de la fête, tandis que le bébé prévoit tranquillement comment absorber plus de puissance et devenir plus fort. Un médecin est convoqué pour examiner le nourrisson, confirmant rapidement que le corps de l'enfant est incroyablement résistant et parfaitement indemne. En entendant cela, le grand-père éclate de rire, célébrant fièrement que son petit-fils est sain et sauf. Mais pour le jeune protagoniste, il y a quelque chose de bien plus important que la fierté familiale, retrouver les 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui dans sa vie antérieure.
Il sait qu'il doit grandir vite, assez vite pour se déplacer seul et réclamer l'essence dont il a besoin. Pour l'instant, cependant, il commence à pleurer pour avoir du lait, signalant qu'il a besoin de nourriture. L'aîné ordonne immédiatement à la belle-fille d'allaiter l'enfant et de s'assurer qu'elle consomme davantage de médicaments spirituels pour améliorer sa santé. La mère, épuisée et pâle, se plaint de l'avoir nourri il y a quelques instants. Pourtant, le patriarche est impassible, lui disant sévèrement qu'elle doit endurer cette épreuve pour le bien du clan et de son héritier. Avec une frustration visible, elle retire son manteau et prend l'enfant, se préparant à le nourrir à nouveau contre son gré. Alors qu'elle regarde son fils avec des yeux fatigués et rouges, elle commence à l'allaiter. Mais même malgré sa fatigue, elle ne peut s'empêcher de gémir de douleur, se plaignant que le petit vaurien suce beaucoup trop fort. Voyant sa belle-fille devenir pâle et faible, le grand-père ordonne immédiatement qu'on lui apporte une soupe tonique pour la nourrir. Peu de temps après, la scène se déplace vers une source chaude où le bébé se baigne avec sa mère. Elle soupire d'épuisement, se plaignant qu'il se nourrit sans cesse et demande en plaisantant si elle doit lui devoir une dette dans une vie antérieure. 3 mois passent et le bébé a grandi rapidement, rampant maintenant dans toute la maison avec une vitesse surprenante. Sa puissance a déjà atteint le niveau C, un rythme qui l'étonne même. Dans sa vie antérieure, il lui a fallu une année entière pour atteindre une telle force, passant du niveau des élémentaires des hauts niveaux intermédiaires seulement après avoir survécu à de dangereuses missions portail et subi de nombreuses blessures. Mais cette fois, boire le lait de sa mère l'a fait passer du niveau élémentaire C au niveau intermédiaire en seulement 3 courts mois. Lors d'un dîner de famille, le petit protagoniste rampe avec détermination vers la table principale. Le grand-père, irrité, gronde le personnel pour avoir laissé l'air circuler librement. La servante s'excuse rapidement, expliquant que le garçon rampe si vite qu'elle ne peut pas le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils veut simplement plus de lait, tandis que la mère a l'air épuisée et se plaint qu'elle allaite sans arrêt depuis 3 mois sans se reposer. Mais dans l'esprit du bébé, il est concentré. Il n'y a pas de temps à perdre. Il doit continuer à devenir plus fort quoi qu'il arrive. À la surprise générale, le nourrisson se lève soudainement tout seul en titubant mais en restant stable. Le grand-père et le majordome regardent cet incroyable spectacle avec les yeux grands ouverts. Puis, à leur grand étonnement, il commence à marcher, ses petits pieds faisant des pas vers sa mère stupéfaite. Sans avertissement, il se jette sur elle, la faisant couiner alors qu'elle le grondait en la suppliant de la laisser au moins manger un repas en paix. La servante, stupéfaite, s'exclame que le jeune maître se tient debout et marche tout seul, tandis que le majordome fait remarquer la constitution céleste extraordinaire de l'enfant. Le grand-père rayonne de fierté, ravi au-delà des mots par le développement rapide de son petit-fils. Il déclare alors qu'il est temps de suivre la tradition familiale, en choisissant un serviteur personnel pour le garçon. Dans une chambre sombre, les préparatifs sont en cours pour la sélection. L'aîné responsable demande une mise à jour, et un garde rapporte qu'il ne reste que 2 candidats. Bientôt, le protagoniste, niché dans les bras de sa mère, est amené dans une arène improvisée où le test final aura lieu. Il regarde attentivement, mais se fige ensuite, les yeux s'écarquillant sous le choc. Parmi les candidats, il en reconnaît un. À l'intérieur de l'arène, une petite fille aux cheveux blancs se tient dans une position défensive, son expression remplie de peur. En face d'elle, une fille blonde charge agressivement, criant alors qu'elle se prépare à frapper. L'esprit du bébé s'emballe. Que fait-elle ici? Son corps réagit instinctivement, brillant d'une lumière intense alors qu'il active son pouvoir divin de type foudre. En un instant, un éclair d'énergie jaillit et frappe la combattante blonde. Elle est projetée de ses pieds, s'écrase au sol et est assommée, laissant tout le monde stupéfait par cette démonstration inattendue. La fille aux cheveux blancs ne perd pas de temps, se jetant en avant et s'emparant du pain. Sans hésitation, elle le dévore avec avidité, accroupie au milieu de la cellule comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Regardant depuis son berceau, le bébé protagoniste se raidit de panique, priant pour que personne ne remarque quoi que ce soit d'étrange dans ce qui vient de se passer. Mais au lieu de la suspicion, le grand-père éclate d'un rire chaleureux, déclarant que son petit-fils a beaucoup plus d'esprit combatif que son propre père n'en a jamais eu. Le bébé soupire de soulagement, pensant qu'être un enfant a vraiment ses avantages. Les adultes trouvent toujours un moyen d'excuser son comportement. L'aîné décide alors sur le champ que la petite fille servira de servante personnelle au jeune maître. Il ordonne qu'elle soit nettoyée et qu'on lui enseigne l'étiquette appropriée. La fille, cependant, ne semble pas se soucier des apparences, mangeant toujours avec acharnement comme si rien d'autre ne comptait. Pendant ce temps, le bébé rayonne joyeusement de son berceau, appelant sa nouvelle servante avec un large sourire. Le majordome s'avance, expliquant les détails de son rôle. Elle est une servante de la mort, ce qui signifie que son seul but est de protéger le jeune maître à tout prix. La fille aux cheveux blancs hoche simplement la tête, acceptant silencieusement son nouveau destin. Le majordome a ajouté qu'elle devait suivre constamment le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant que son maître dormait. Peu de temps après, le majordome est parti en fermant la porte tandis que la fille restait dans la chambre du bébé pour commencer ses nouvelles fonctions. Le jeune protagoniste l'appelle avec enthousiasme et se montre du doigt avec un grand sourire innocent. Mais au lieu de montrer sa loyauté, elle sort un couteau, son expression se transformant en une expression de pure haine et de vengeance. Le bébé se fige de panique,
luttant pour parler mais incapable de faire plus que des sons de bébé. La fille siffle entre ses dents serrées qu'elle mettra fin à sa vie pour venger la mort de son frère aîné. D'un mouvement brusque, elle se jette en avant, un couteau prêt à frapper le nourrisson sans défense. Mais dans une démonstration d'agilité choquante, le bébé évite le coup en sautant hors du berceau et en laissant derrière lui une image rémanente d'énergie scintillante. Les yeux de la fille s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il réapparaît soudainement à ses côtés, se déplaçant beaucoup plus vite qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un nouveau-né le pourrait. Alors qu'elle reprend sa position, une aura verte jaillit de son corps, de l'énergie éolienne tourbillonnant autour d'elle. Le protagoniste est stupéfait de constater qu'elle manie un rare sens divin de type vent. Elle charge, le vent fend dans l'air, mais il réagit instantanément, invoquant son pouvoir de foudre pour se défendre. Le choc du vent et de la foudre remplit la pièce d'éclairs de couleurs éblouissantes, les énergies entrant en collision dans une tempête aveuglante. À l'intérieur, le bébé serre les dents, pensant à quel point il est accablant d'utiliser autant de puissance dans un corps aussi fragile. Soudain, une idée jaillit dans son esprit. Au lieu de la maîtriser, il canalise son sens divin du tonnerre au niveau le plus bas possible, formant une minuscule lance de foudre. Elle la frappe directement, envoyant une décharge dans son corps qui la paralyse sur le coup. La fille s'effondre sur le sol, son corps tremblant tandis que l'électricité danse encore sur ses nerfs. Le bébé pousse un soupir de soulagement, bien que visiblement épuisé par l'effort. Pendant ce temps, la fille reste là, abasourdie, son corps tressaillant encore sous le choc électrique. Le bébé s'approche prudemment, tendant la main vers le bord tranchant du couteau. Avec une intention délibérée, il se pique le petit doigt, laissant rouler une seule goutte de sang. L'utilisant, il griffonne rapidement un message sur le sol, fier de sa vivacité d'esprit et de sa capacité à communiquer malgré ses limites. La jeune fille aux cheveux blancs baisse les yeux et fixe le message, comprenant enfin sa signification. Le bébé écarte alors largement les bras, signalant un câlin, espérant montrer qu'il ne veut pas de mal. Mais elle charge à nouveau sur lui. C'est alors seulement qu'il se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Esquivant rapidement, il panique, sachant que si quelqu'un la voit l'attaquer, son sort sera scellé. Pendant ce temps, au bout du couloir, le commerçant traverse le manoir en tenant fermement une boîte en bois dans ses mains. Un flashback se joue dans son esprit, l'homme lui disant froidement qu'il est seulement en vie parce qu'il est encore utile. Reconnaissant mais humilié, l'homme s'était incliné, remerciant le jeune maître pour sa clémence et jurant de travailler plus dur. Il avait dépensé tout ce qu'il possédait pour acheter un objet rare aux enchères, désespéré de gagner la faveur du bébé et de sauver sa propre peau. Maintenant, alors qu'il approche de la chambre d'enfant, il entend le son de la voix du jeune maître et s'arrête, la curiosité s'éveillant. Que pourrait-il se passer à l'intérieur? Poussant la porte, il entre, appelant le nom de l'héritier de la famille Liu. Mais la vue devant lui le fait se figer. Le bébé et la fille se précipitent dans la pièce, se poursuivant dans le chaos. Sentant une opportunité, les yeux du protagoniste infantile s'assombrissent d'une lueur rusée. Un plan se forme instantanément. Saisissant la main de la servante en plein mouvement, il redirigeait le couteau, canalisant une décharge de foudre directement dans son front. Le choc fait se contracter son corps, et elle s'effondre sur le tapis inconsciente. Saisissant l'instant, le bébé arrache le couteau qui tombe de l'air et, sans hésitation, le plonge dans sa propre épaule. Du sang gicle alors qu'il achève sa mise en scène tordue mais parfaite. Le traître regarde sous le choc, incapable de comprendre ce qu'il voit, et hurle de terreur. Le bébé jette alors le couteau ensanglanté directement sur lui. Instinctivement, l'homme l'attrape, regardant avec horreur la lame tachée de sang maintenant dans sa main. Dans son choc, il tâtonne, laissant tomber la précieuse boîte en bois qu'il avait apportée en offrande. Le bébé, ne perdant pas une seconde, prend une profonde inspiration et pousse un long gémissement déchirant s'effondrant dramatiquement sur le dessus de la fille inconsciente. Au moment où les autres se précipitent dans la pièce menée par le grand-père, le traître se tient là tremblant tenant un couteau ensanglanté, la servante aux cheveux blancs inconsciente sur le sol, et le bébé pleurant de douleur. L'aîné et son fils se tiennent figés, leurs visages tendus alors qu'ils observent la scène chaotique. Le bébé continue de pleurer fort, s'accrochant à la servante évanouie comme pour la protéger. La fureur du grand-père éclate instantanément. Il pointe du doigt le traître, l'accusant d'oser attaquer l'héritier de la famille Liu. Pris de panique, l'homme jette le couteau ensanglanté au sol et tente désespérément de se défendre, insistant sur le fait que ce n'est pas ce que ça paraît. Mais le père du bébé n'y croit pas. Son poing entre en contact avec le visage de l'homme, le repoussant alors qu'il rugit de rage à l'idée de blesser son fils. Étouffant la panique, le traître laisse échapper que c'est la fille qui a attaqué, et qu'il a seulement agi pour protéger le bébé. Pourtant, le nourrisson poursuit sa performance larmoyante, tandis que l'homme accusé saigne et supplie, sa voix se brisant de désespoir. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais ses mots tombent dans l'oreille d'un sourd. La patience du père cède à nouveau, un autre coup de poing atterrit en plein sur la mâchoire de l'homme suivi d'une demande furieuse, « Où est le cadeau que tu as apporté ?» Se démenant, le commerçant cherche frénétiquement la boîte qu'il avait laissée tomber au milieu du chaos. Pendant ce temps, l'aîné loue la jeune fille aux cheveux blancs inconsciente pour avoir risqué sa vie afin de protéger son petit-fils et ordonne au personnel de l'emmener et de la laisser se reposer. Plaçant une main lourde sur l'épaule de son propre fils, l'aîné regarde,
ses yeux cramoisis brûlant de rage. Sa voix dégouline de mépris alors qu'il dit qu'il a appris à son fils comment élever des chiens, pourtant il a presque perdu le plus grand espoir de la famille à cause d'un seul. Alors que tout le monde quitte la pièce, le traître reste à genoux, tremblant alors qu'une sueur froide lui coule sur le front. Le père du bébé s'arrête à la porte et jette un dernier regard de pur haine et de dégoût. Il donne un coup de pied à l'homme au sol, crachant « Je t'ai donné une chance, et tu as encore osé me trahir ». Avec un ordre sec, il ordonne que l'homme soit traîné dehors et donné au chien. Dans son berceau, le protagoniste infantile expire finalement de soulagement. Son plan a fonctionné parfaitement. Mais ensuite, ses yeux se tournent vers la servante inconsciente, l'inquiétude traversant son visage. Le majordome entre en annonçant qu'il doit emmener la fille pour un traitement. La panique saisit le bébé alors qu'il se souvient. Le message qu'il a écrit avec du sang est toujours en dessous d'elle. Il se jette sur son corps et secoue la tête furieusement essayant d'arrêter le majordome. Au lieu de cela, le personnel soulève simplement le jeune maître et le replace doucement dans son berceau. Les yeux du garçon se tournent nerveusement alors qu'il débat de la possibilité de choquer le majordome avec la foudre pour l'empêcher de voir le message. Mais ensuite, une idée le frappe et il jette un coup d'œil vers la servante, formant silencieusement un plan de secours. Le majordome soulève la servante, révélant une flaque de sang inattendue en dessous d'elle. Le bébé se fige sous le choc. Elle ne fait pas semblant, elle est vraiment blessée. Même le majordome hésite, surpris par le sang qui imbibe ses vêtements. Confus, le nourrisson se demande comment elle a pu être blessée pour de vrai. Pourtant, le majordome la précipite hors de la pièce et ordonne que le désordre soit nettoyé immédiatement. Seul maintenant, le garçon se recouche dans son berceau, relâchant un long souffle de soulagement, bien que son esprit s'attarde sur les questions sans réponse. Pour l'instant, cependant, il les met de côté. Il a des choses plus importantes à faire. Il saute hors du berceau, prêt à mettre son prochain plan en marche. Dans une autre pièce, de l'huile tiède est en cours de préparation pour sa mère qui profite d'un rare moment de paix alors qu'une des femmes de chambre lui masse le dos. Le calme ne dure pas longtemps. Sa relaxation est brisée par le son de son bébé réclamant à nouveau du lait. Le petit rampe directement vers elle, gagnant un gémissement épuisé alors qu'elle se plaint de son appétit implacable. Elle le berce quand même, mais soupire en demandant combien de temps il compte continuer à se nourrir comme ça. Le bébé ignore sa frustration. Il a besoin de force et vite. Chaque gorgée le rapproche de la parole, de tout expliquer à sa servante et de poursuivre son plan de vengeance. Une semaine passe dans le luxueux manoir de la famille Liu, et le temps semble filer en un clin d'œil. En un rien de temps, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et maîtrise enfin la parole. La petite servante aux cheveux blancs le surveille toujours avec des yeux méfiants et perçants. Dans son esprit, il est toujours le responsable de ce qui est arrivé à son frère aîné. Puis, sans prévenir, le garçon se tourne vers elle et lui dit doucement quelque chose qui la bouleverse profondément, il est son frère. La jeune fille se fige sur place, tout son corps se raidit et ses yeux prirent lentement une teinte rouge foncé. Il lui demande ensuite doucement si le gâteau que son frère lui avait acheté était bon. Cette simple question fait replonger son esprit dans le passé. Elle se souvient de son frère qui l'appelait, elle et ses sœurs, pour partager un gâteau. Les 3 petites filles se sont illuminées de joie dès qu'elles ont vu le gâteau d'anniversaire devant elles. Son frère a coupé des parts pour ses petites sœurs en souriant chaleureusement, mais a rapidement reçu un appel lui ordonnant de rejoindre son équipe pour une mission. L'une des sœurs a essayé de voler un morceau plus tôt, mais une autre l'a arrêtée, insistant pour qu'elles attendent le retour de leur frère. Plus tard dans la nuit, les 3 étaient assises près de la fenêtre, contemplant la lune, attendant son retour. À ce moment, son ancien visage est apparu dans le reflet de la pleine lune, se fondant parfaitement avec ses traits enfantins actuels. Ses yeux se sont adoucis, un doux sourire s'est formé alors que les larmes ont commencé à monter. Quand elle réalise la vérité, ses émotions la submergent. Les larmes coulent sur ses joues et elle s'effondre sur le sol en sanglotant inconsolablement. Le garçon lui couvre rapidement la bouche, la pressant de se taire pour que personne ne découvre leur secret. Ses petites mains essaient d'étouffer ses cris, mais l'émotion est trop forte. Sans hésitation, elle l'enlace étroitement, s'accrochant comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Sa voix tremble lorsqu'elle demande si le petit garçon devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais son petit corps lutte sous la pression de son étreinte et il laisse échapper une plainte essoufflée. Dans ce petit corps, son étreinte est presque trop forte pour lui. Elle le lâche enfin. Notre gars vacille un peu, essayant toujours de reprendre son souffle. Une fois les vertiges dissipés, son regard se durcit lorsqu'il croise le regard de sa sœur. Il a besoin de réponses. Il lui saisit les épaules et exige de savoir comment elle s'est retrouvée ici et où sont leurs autres sœurs. Ses questions fusent, trop vite pour qu'elle puisse suivre. Débordée, elle le supplie de ralentir. Finalement, les deux se stabilisent, prêts à parler de tout ce qui s'est passé. Elle commence à expliquer. Ce jour-là, il était parti en mission et n'était jamais revenu. Dans son souvenir, les 3 sœurs affamées étaient blotties ensemble, les yeux fixés sur la lune, souhaitant silencieusement le retour de leur frère. L'une se demandait pourquoi son frère mettait autant de temps. La plus jeune a même demandé si peut-être il les avait abandonnés. Il n'était jamais parti aussi longtemps auparavant. Déterminée à le retrouver, elle a décidé de partir à sa recherche.
Elle s'est rendue au quartier général de la mission seulement pour apprendre qu'il avait disparu. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur confronter furieusement un certain homme, le traitant de traître, exigeant de savoir où était son mari. L'homme, impatient et froid, lui a répondu sèchement, la traitant de folle avant de la repousser. Puis un autre chasseur s'est avancé, accusant l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que cet homme était impliqué. Le soi-disant traître se tenait juste là avec une expression ennuyée, fumant calmement sa cigarette. Puis, sans prévenir, il a fait appel à sa puissance de feu. Une boule de feu flamboyante a jailli directement vers l'accusateur qui s'est figé de terreur. La flamme l'a frappé directement, engloutissant son corps dans une chaleur brûlante. Il s'est effondré sur le sol vaincu tandis que tout le monde restait là à ne rien faire. Le traître leur a conseillé de ne pas répandre de rumeurs sur le jeune maître, affirmant que la mission était à haut risque. De retour dans le présent, son frère murmure que l'homme a eu exactement ce qu'il méritait pour les avoir trahis, puis la presse de questions sur les autres filles. À cela, son expression change instantanément. L'inquiétude remplit ses yeux. Et puis, les larmes reviennent, plus fortes cette fois. Son frère la regarde sous le choc, complètement décontenancé par sa soudaine crise. À travers ses sanglots, elle dit qu'elle voulait seulement venger ce qui lui était arrivé. Mais c'est alors que c'est arrivé. De nulle part, un flot de démons a déferlé. Un portail s'est ouvert et le chaos a éclaté. Les gens couraient dans tous les sens, essayant désespérément de s'échapper au début de l'invasion. Le souvenir de cette marée démoniaque la hante encore profondément. Elle court à travers les rues brisées, la voix tremblante alors qu'elle appelle les noms de ses deux autres sœurs. Non loin de là, une paire de chasseurs passe devant, commentant avec désinvolture la violence de cette vague de monstres. Elle est laissée là, seule, à regarder les flammes consumer ce qui reste de la ville. Tout autour d'elle n'est que ruine. Les larmes coulant sur ses joues, elle court aveuglément à travers le chaos, se faufilant entre les murs brisés et les tas de débris. Ses mains sont coupées et saignent alors qu'elle fouille dans les décombres, espérant désespérément retrouver ses sœurs. Mais à chaque pas, son espoir s'amenuise jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le sol, hurlant leur nom dans un désespoir profond. Puis son esprit change, elle se souvient de son frère. Cette pensée brise le peu de force qui lui restait, et elle s'effondre complètement, sanglotant, se demandant où il pouvait bien être. De retour dans le présent, le personnage principal serre sa sœur contre lui disant de ne pas pleurer, car cette fois, le destin leur a donné une autre chance. Ses yeux brillent d'une lumière rouge dangereuse alors qu'il jure qu'un homme nommé Shen sera le tout premier à en payer le prix. Quelque part au fond d'une prison humide et nauséabonde, un couloir étroit et maculé de vieilles taches. À l'intérieur d'une des cellules, le traître fait les 100 pas frénétiquement, criant qu'il est innocent, affirmant qu'il était seulement là pour livrer un cadeau. Ses mots sont coupés courts lorsqu'il se cogne contre les barreaux, les yeux écarquillés d'horreur. Un démon se tient juste derrière lui, son ombre s'étendant sur le sol sale. L'homme tombe à genoux, implorant pour sa vie alors que la créature se penche, sa langue grotesque glissant dehors. Ses supplications se transforment en un cri à faire dresser les cheveux sur la tête, et lorsque le silence revient, le couloir a gagné quelques nouvelles taches rouges fraîches. Le traître disparu, le personnage principal déclare qu'il est temps de démolir la famille Liu de l'intérieur. Sa sœur, essuyant ses dernières larmes, hoche la tête et dit qu'elle suivra son exemple quoi qu'il arrive. Puis, comme si elle se souvenait soudainement de quelque chose d'important, elle le soulève du sol. Elle annonce joyeusement que c'est l'heure du bain. Il proteste en criant qu'il est son frère, pas un gamin à porter partout. Mais elle se contente de sourire, expliquant qu'elle est maintenant sa servante personnelle, et que cela fait partie de ses tâches quotidiennes. Sans lui laisser le choix, elle marche vers la salle de bain avec lui dans ses bras, tandis qu'il se débat et crie comme si sa vie en dépendait. La scène se déplace vers la salle de bain, où le garçon se tient sur une petite baignoire, confus quant à ce qui se passe, tandis que la fille prépare calmement tout comme si c'était tout à fait normal. Elle s'approche et dit qu'il est temps qu'il enlève ses vêtements. Il insiste rapidement sur le fait qu'il peut se débrouiller seul, mais elle l'ignore. Avec un sourire enjoué, elle lui arrache ses vêtements d'un seul geste rapide. En baissant les yeux, elle se moque de lui en disant à quel point son petit éléphant a l'air mignon. Après avoir entendu cela, les larmes lui montèrent aux yeux à cause de l'embarras, et il eut envie de mourir sur le coup. Complètement mortifié, il lui crie d'arrêter de regarder, lui rappelant que ce n'est absolument pas normal. Mais elle déclare simplement que maintenant qu'elle est plus grande, c'est à son tour de lui donner un bain. Le MC regarde, choqué, et demande ce qu'elle fait alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Il se couvre rapidement les yeux, incapable de supporter le malaise. Enveloppée dans une serviette, elle entre dans la baignoire avec lui, le laissant figé d'incrédulité. Alors qu'elle le lave, elle commence à parler des souffrances que les gens endurent tandis que les riches gaspillent les ressources sans se soucier de rien. En entendant cela, l'expression du MC se durcit. Il dit que la justice est quelque chose qu'il faut prendre en main. Sa voix porte une ferme résolution de changer la réalité injuste qui les entoure. Quelques instants plus tard, elle propose également de frotter son petit éléphant, ce qui le plonge dans une légère panique. Il refuse instantanément, mais elle continue quand même, disant qu'en tant que sa servante personnelle, il est de son devoir de le laver correctement.
Il continue à se chamailler jusqu'à ce que le bain se termine enfin. Maintenant allongé sur le sol comme un cadavre, le garçon fixe le vide tandis que sa sœur plie et range calmement ses vêtements comme si de rien n'était. À l'intérieur, il se sent complètement humilié, être le frère aîné tout en étant traité comme un enfant impuissant est insupportable. Elle remarque que quelque chose ne va pas et lui demande directement, mais il détourne la tête, l'ignorant. Blessée par sa froideur, elle dit qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter de prolonger le moment, il se lève et dit qu'il n'est plus en colère, ajoutant qu'il a quelque chose d'important à demander. Elle s'illumine immédiatement, lui disant de demander ce qu'il veut. Il demande si elle a éveillé une capacité d'élément vent. Elle hoche la tête, confirmant. Ses yeux s'écarquillent. L'éveil le plus jeune enregistré avait 12 ans, et pourtant, la voici, bien plus jeune et sans aucune formation. Il demande comment elle a fait, mais elle admet qu'elle n'en est pas sûre. Elle explique qu'un étrange panneau est apparu, lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Entendre le mot panneau de sa part le choque. Il se souvient immédiatement de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre, et se demande si le sien est le même. La pensée lui traverse l'esprit, comment a-t-elle obtenu un panneau et s'est-elle réveillée si jeune? Elle le remarque qui s'absente et demande si quelque chose ne va pas, mais il rejette. Au lieu de cela, il lui dit que puisqu'elle s'est réveillée, elle doit s'entraîner dur pour devenir plus forte. Avec détermination dans les yeux, elle promet qu'elle s'entraînera autant qu'elle le peut. Il sourit faiblement, lui tapotant la tête, disant que de toutes ses sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, un coup résonne à la porte de leur chambre et les deux se figent. Une servante entra dans la pièce et les informa que le dîner était prêt, ajoutant que le maître avait ordonné à leur mère de préparer du lait pour lui. Elle tendit un biberon rempli à la sœur du MC qui le regarda avec surprise. Prenant le biberon dans ses mains, elle jeta un coup d'œil à son frère qui s'approchait déjà avec un nouveau projet en tête. Il lui a dit qu'il devait utiliser tous les avantages que possédait la famille Liu pour devenir plus fort le plus rapidement possible. La jeune fille fronça les sourcils, disant qu'elle se poussait déjà à la limite de l'entraînement. Avec un sourire narquois, il lui dit d'ouvrir la bouche et lui promit qu'elle découvrirait le secret pour gagner plus de pouvoir. Bien qu'hésitante, la curiosité l'emporta et elle fit ce qu'il lui demandait. Sans avertissement, il plaça le biberon entre ses lèvres et lui dit de boire. Elle obéit, sirotant le lait sous son regard attentif. Presque instantanément, une faible aura violette commença à tourbillonner autour d'elle, ce qui fit s'écarquiller ses yeux de choc. Elle a demandé pourquoi une énergie aussi incroyable coulait à travers elle si facilement. Le MC a expliqué que la constitution particulière de leur mère pouvait transformer les cristaux en une substance d'énergie pure, quelque chose que même les squads d'élite avaient du mal à obtenir pendant les missions. Pourtant, leur mère pouvait produire cette essence à l'infini, ce qui en faisait une fontaine de force vivante. La révélation laissa sa sœur sans voix. Elle a fait remarquer que rien de tel n'avait jamais été mentionné à l'académie. L'expression du MC s'est durcie alors qu'il spéculait que les familles nobles cachaient d'innombrables secrets tout en manipulant les autres pour qu'ils mènent leur bataille. Déterminé, il déclara qu'il découvrirait toutes les vérités cachées. Sa sœur lui offrit ensuite le biberon, lui suggérant de boire aussi. Mais il secoua la tête, lui disant de le finir elle-même et de repousser d'abord ses limites. Sur ce, il se tourna et s'éloigna, murmurant qu'il allait manger aussi, la laissant continuer à boire. Quand il entra dans la chambre de sa mère, les femmes de chambre échangèrent des regards perplexes, se demandant pourquoi il était revenu si tôt. La scène s'est déplacée vers lui se nourrissant directement de sa mère pendant qu'elle se prélassait dans la piscine familiale. La femme s'est plainte qu'elle lui avait déjà donné tellement de lait, et pourtant, il continuait à boire sans pause. Une femme de chambre a rapidement ordonné aux autres de préparer davantage de repas médicinaux pour la madame. Intérieurement, le MC a juré que leur chemin de vengeance commençait maintenant. Lui et sa sœur renverseraient l'ordre même des cieux. Le tonnerre rugit au-dessus du manoir alors qu'il jurait de bouleverser le monde de la famille Liu. De retour dans sa chambre, il rampa sur le sol avec une concentration sans faille à la recherche de quelque chose d'important. Pendant ce temps, la scène se déplace vers un souvenir du traître en panique totale. Il criait de désespoir, affirmant que le cadeau avait été dans sa main il y a quelques instants alors qu'il cherchait frénétiquement autour de lui. À ce moment, le MC s'accroupit, jetant un coup d'œil sous un meuble. Là, il aperçut une petite boîte que le négociant avait dû laisser tomber. Un sourire narquois se forma sur son visage alors qu'il la ramassait, certain que tout ce qui était aussi bien gardé devait être précieux pour la famille. Il ouvrit le couvercle et une brillante lueur bleue se répandit sur son jeune visage. À l'intérieur reposait un grand cristal azur. Il marmonna pour lui-même, se demandant si c'était un cristal de bête magique. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un panneau système apparut devant ses yeux, l'identifiant comme un cristal de compétences d'éléments tonnerre rares. Ça l'a laissé stupéfait. Il n'avait jamais pensé que les compétences pouvaient être absorbées directement au lieu d'être cultivées laborieusement. Le système a calmement expliqué qu'après avoir vaincu des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir des trésors comme celui-ci. La surprise du garçon s'est rapidement transformée en suspicion alors qu'il exigeait de savoir comment la voix semblait lire ses pensées. Son cœur a raté un battement quand la réponse est venue. La voix prétendait qu'elle existait à l'intérieur de sa propre conscience. Le MC se moqua,
disant qu'il avait lu d'innombrables romans avec ce cliché exact. Dans sa vie antérieure, il avait été un étudiant obsédé par les jeux et les romans en ligne, des histoires où les protagonistes avec des systèmes renversaient leur destin et se vengeaient de leurs ennemis. La colère s'est enflammée en lui alors qu'il criait que le système était inutile. La voix lui a rappelé sèchement que sans elle, il ne serait même pas ici réincarné dans ce monde. Cela l'a fait hésiter. Il n'aimait pas l'admettre, mais la voix avait raison. Croisant les bras, il a exigé de savoir si elle avait un lien quelconque avec le système de sa petite sœur. La voix l'a nié catégoriquement, l'exhortant plutôt à se concentrer sur le fait de devenir plus fort rapidement. Acceptant ce conseil, le garçon s'est concentré sur la tâche. Assis les jambes croisées sur le sol, il a serré le cristal fermement et a commencé à absorber son énergie avec une détermination farouche. Bientôt, une énergie divine accablante a déferlé à travers son petit corps. Quelques instants plus tard, il tendit sa paume et une lance de foudre scintillante se matérialisa dans sa main. Il pouvait à peine le croire. C'était une compétence qui prendrait normalement 10 longues années à maîtriser. Maintenant, il l'a en un instant. Sentant la puissance dense vibrer dans l'arme, il devint curieux de connaître sa véritable puissance. Sans hésitation, il lança la lance de toutes ses forces, désireux de voir la destruction qu'elle pouvait causer. La forte explosion attire l'attention du grand-père. Il se précipite avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais au lieu du chaos, ils sont accueillis par une vision étrange, le père du garçon debout là en sous-vêtements Bob l'éponge se disputant avec la mère du MC au sujet du bruit. La scène laisse à la fois le grand-père et la petite sœur du MC complètement stupéfaits. Il jette un coup d'œil à l'énorme trou dans le mur du manoir près du garçon, résultat de sa compétence nouvellement éveillée. Le visage du grand-père s'assombrit de colère alors qu'il exige de savoir qui a causé les dommages. Le majordome explique qu'il a entendu le craquement de la foudre venant de cette pièce, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Au moment où le grand-père pose les yeux sur son petit-fils, sa colère disparaît. Avec fierté, il soulève le garçon dans les airs, célébrant l'arrivée d'une compétence divine au sein de la famille. Se tournant vers la mère du garçon, le grand-père la félicite pour avoir grandement contribué à l'avenir de la famille, tandis que la mère pense silencieusement à échapper à la fin inextinguible de son fils. Pendant ce temps, le père du garçon a l'air irrité, grommelant toujours d'avoir été réveillé de son sommeil. Cela lui vaut une réprimande cinglante du grand-père qui insiste sur le fait qu'il devrait être fier d'avoir un fils aussi exceptionnellement talentueux. Sans hésitation, le grand-père annonce qu'il emmènera son petit-fils au festival annuel de chasse de la famille. Il demande au majordome si tout est prêt pour l'événement, puis rit, disant que la jeune génération doit apprendre sa vraie valeur tôt dans la vie. Comme toujours, le garçon saute sur la poitrine de sa mère pour le lait, tandis que lui et sa sœur restent inconscients de ce qui se trame. Le grand-père, pendant ce temps, descend un long couloir, et le grand-père canalise son énergie et ouvre une immense porte circulaire devant eux. Les anneaux de métal alors qu'un vortex tourbillonnant d'énergie violette brillante s'épanouit. Debout au seuil du portail dimensionnel, le chef de famille se prépare à les conduire à l'intérieur. Le MC regarde avec incrédulité. La famille Liu peut créer des portails par elle-même. La colère l'envahit à la pensée du nombre de secrets que les puissants gardent cachés alors que les faibles luttent simplement pour survivre. Franchissant le portail, ils émergent dans une forêt dense et silencieuse. Le grand-père continue de se vanter de son petit-fils, tandis que la mère du MC marmonne à quel point il ne cesse de manger. Soudain, le père du MC crie un avertissement et pointe vers le ciel. Une traînée de fumée fonce vers eux à une vitesse incroyable. Quoi que ce soit, il tranche les arbres en un éclair. Quelques instants plus tard, un énorme serpent à plusieurs têtes fait irruption, déchirant violemment un groupe de chasseurs. Un chasseur frappe, mais son arme se brise instantanément. Un autre lève un chant de force en défense désespérée. Lorsque le MC aperçoit 2 pythons de rancé et un roi python de rambé dans ce qui aurait dû être un simple donjon de rancé, lui et sa sœur se fichent sous le choc. Leurs yeux s'écarquillent encore plus lorsqu'ils reconnaissent l'un des chasseurs qui combattent les pythons. C'est sa sœur, celle aux cheveux roux éclatants. Avant qu'il ne puisse réagir, l'un des serpents se jette sur elle avec une vitesse terrifiante. Au grand étonnement de tous, la sœur de notre garçon maintient d'une manière ou d'une autre les mâchoires massives du serpent écartées avec rien d'autre que ses mains nues. Ses muscles tremblent sous la pression, et des perles de sueur ruissellent sur son visage alors qu'elle lutte pour empêcher ses crocs acérés comme des poignards de se refermer sur elle. Mais la force pure de la bête est écrasante, et pourtant, la sœur du garçon parvient d'une manière ou d'une autre à arracher la tête d'une des têtes du serpent à main nue. Le chef des chasseurs ne perd pas de temps et crie à tout le monde de sortir de la zone mortelle. Bouclier à la main, il s'avance pour bloquer l'avancée de l'énorme monstre serpent. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un compagnon chasseur se jette soudainement sur lui par derrière. La fille le voit et crie à plein poumon, l'avertissant de faire attention. Sa voix traverse le chaos, mais il est trop tard. Le poing de l'attaquant fracasse directement le bouclier, frappant le capitaine avec une force à briser les os. Le coup fait tomber le bouclier de sa main juste au moment où le serpent se redresse pour frapper. Puis, de nulle part, une vague de foudre violette déchire l'air, s'écrasant sur la bête. La source est un autre chasseur, son regard fixé sur le monstre. La fureur éclate dans le groupe alors qu'un homme crie à l'attaquant d'avoir frappé leur capitaine. Mais le traître ne fait que sourire, une lueur maléfique dans les yeux,
et se tourne vers celui qui a parlé. Avec un mouvement brutal et rapide, il assène un coup de poing dévastateur, laissant son adversaire gravement blessé. Un chasseur à proximité se fiche sous le choc, sa voix tremblant alors qu'il nomme l'attaquant Kyung, un criminel condamné du passé. Kyung éclate juste d'un rire sauvage et déchaîné devant la peur dans leurs yeux. Il le suit d'un coup de pied vicieux, envoyant l'homme blessé directement vers les mâchoires béantes du serpent géant qui l'avale entier. Regardant tout cela avec un regard glacial, notre jeune protagoniste ne peut s'empêcher de se souvenir du passé. Il se souvient de Kuishan jetant un ami à sa mort sans une once d'hésitation. La vue du sang dans l'air reflète ce souvenir obsédant. Un par un, ses amis avaient été éliminés à l'époque. Le monstre qu'ils nourrissaient de leurs propres camarades s'était levé, colossal et terrifiant. Et debout là avec un sourire tordu, son père leur avait ordonné de continuer à le nourrir afin qu'un trésor puisse être formé. Sans hésiter, il avait ordonné à Kyung d'attaquer sa version plus jeune. L'homme de main a foncé, prêt à l'achever. Mais à ce moment-là, le garçon du passé avait éveillé son pouvoir, son poing flamboyant d'énergie alors qu'il rencontrait Kyung de front. Leurs poings se sont heurtés, l'onde de choc se propageant sur le champ de bataille. C'est dans cet affrontement qu'il réalisa que Kyung était un démon sous forme humaine, quelqu'un qui prenait plaisir à écraser les autres. Soutenu par la famille Liu, il était devenu l'un de leurs laquais les plus dangereux. De retour dans le présent, la vie de la fille aux cheveux roux ne tient plus qu'à un fil. La sœur se tourne vers notre protagoniste, désespérée, demandant comment ils peuvent la sauver. Un plan était déjà en train de mijoter dans l'esprit du protagoniste. Se retournant, il recommença à se nourrir, ce qui irrita immédiatement sa mère. Confuse et frustrée, elle demanda ce qu'il faisait. La bouche pleine de lait, le protagoniste prit soudain une expression étrange, puis recracha tout sur le corps de sa mère, la laissant complètement choquée. Dégoûtée et furieuse, elle lui cria dessus pour avoir fait un tel gâchis et le lança en l'air sans réfléchir. L'agitation attira rapidement l'attention du grand-père du garçon, dont le visage s'assombrit de rage à cette vue. Mais avant que l'enfant ne puisse toucher le sol, sa sœur aînée se précipita. Elle l'attrapa en plein vol et atterrit gracieusement, tenant son petit frère avec précaution dans ses bras. Vérifiant s'il allait bien, elle s'enquit de son état, mais le garçon expliqua simplement que son plan directeur ne faisait que commencer. Tout cela pour sauver son autre sœur. Avant que quiconque ne puisse répondre, notre père garçon gifla soudainement sa femme violemment au visage, la laissant stupéfaite. Avec un ton moqueur, il la gronda pour avoir été si négligente avec leur fils. Enragée, la femme cria que même ses propres parents n'avaient jamais osé la gifler, et sa fureur monta en flèche. Invoquant une arme, elle chargea sur son mari avec une intention meurtrière. L'homme se défendit avec ses propres pouvoirs, déclarant qu'il fallait lui donner une leçon pour son arrogance. Les enfants regardèrent en silence leurs parents s'affronter, leur capacité entrant en collision violemment. Mais avant qu'aucun des deux camps ne puisse gagner, une vague d'énergie éclata entre eux. Le grand-père apparut, forçant les deux combattants à se figer. Il les regarda avec autorité et rappela à la mère que son devoir était de protéger son fils, et non de le mettre en danger. Avec une sévérité égale, il leur dit à tous les deux qu'ils portaient le poids de l'honneur de leur famille. Ces paroles forcèrent le couple à se calmer. Ils rangèrent leurs armes tandis que les enfants observaient anxieusement à distance. La sœur du protagoniste se tourna vers lui et lui demanda ce qu'il devait faire ensuite. Il la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter car ils arrivaient. À ce moment-là, la jeune servante de la famille perçut un son étrange à proximité. Le majordome informa rapidement le grand-père qu'il avait senti un mouvement venant des bois. Tout le monde se raidit alors qu'une présence étrange approchait. Émergeant de la forêt, 3 gobelins se révélèrent, leurs visages tordus remplis d'expressions étranges. D'un point de vue plus élevé, on voyait les créatures se rapprocher de la famille, hurlant sauvagement comme si elles se préparaient au combat. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, les monstres furent impitoyablement embrochés par des pieux en bois qui transpercèrent leur corps. Le père du protagoniste était stupéfait, se demandant comment de telles créatures pouvaient être ici alors que la zone était censée avoir déjà été nettoyée. Le grand-père gronda amèrement, « C'est ce qui arrive quand tout ce que tu fais c'est semer le trouble dans les tavernes au lieu d'étudier correctement. » Juste à ce moment-là, la mère du garçon commença à briller d'une énergie violette profonde. Le protagoniste expliqua que l'essence de lait de leur mère attirait les bêtes démoniaques, en particulier les plus fortes. Comme pour confirmer ses paroles, le bruit d'innombrables pas de gobelins résonna plus près, resserrant les nerfs de la famille. Bientôt, un essaim de gobelins d'élite apparut, dirigé par un gobelin au sommet du rambé. Sans hésiter, l'une des créatures bondit en avant, balançant sa hache avec une intention meurtrière. Mais le grand-père resta calme, ordonnant à ses subordonnés de s'occuper des intrus. Instantanément, la famille déchaîna ses pouvoirs élémentaires, s'affrontant à la horde de monstres dans une bataille acharnée. Au milieu du chaos, le protagoniste murmura à sa sœur que c'était leur chance de s'échapper. Le serrant fort contre elle, elle courut vers une falaise voisine. Sans hésiter, elle sauta du bord, plongeant rapidement avec son frère dans ses bras. À ce moment-là, ses yeux brillèrent intensément lorsqu'elle activa sa capacité spéciale. Exploitant le pouvoir du vent, elle commença à planer dans le ciel, emportant son frère loin du danger. Étonné, le protagoniste demanda quand elle avait appris à voler. Avec un sourire,
elle révéla que c'était une récompense accordée par le système. Choqué, il insista pour avoir des détails. Elle admit joyeusement que la tâche n'était rien de plus que de donner un bain à son petit frère. Un bref flashback la montra en train de terminer la mission et de recevoir la rare technique de vol en récompense. Le protagoniste ne put que fulminer d'incrédulité. Comment une tâche aussi insignifiante pouvait-elle rapporter une capacité aussi incroyable? Pendant ce temps, sur le champ de bataille, leur sœur aux cheveux roux ardents combattait farouchement contre un serpent massif, le tranchant avec son épée. Mais un autre serpent, encore plus grand, émergea soudain et frappa les chasseurs, brisant leur défense en un instant. D'un seul coup dévastateur, il projeta une chasseuse dans les airs, brisant complètement sa garde. Au sol, la femme cria désespérément à son capitaine, déclarant qu'il ne pouvait pas continuer à se battre ainsi. Le capitaine confronta Kui Sheng, exigeant de savoir pourquoi il attaquait ses propres alliés. Tout en léchant le sang de sa main, le traître sourit sombrement et admit qu'il ne vivait que pour les cris de ses victimes. Lorsqu'on lui demanda qui était son maître et qu'on lui rappela que trahir la guilde violait les lois, il ricana. Pour lui, les lois n'étaient que des chaînes pour les faibles et des règles dénuées de sens pour les roturiers. Sans avertissement, il se précipita à une vitesse incroyable. Au lieu de frapper le capitaine, il prit par surprise l'une des chasseuses, la submergeant complètement. Implorant son capitaine de la sauver, elle supplia dans la terreur. Mais le traître ne montra aucune pitié. Il la projeta directement dans les mâchoires béantes du serpent géant. Sous les yeux horrifiés de tous, la bête la dévora entièrement. Le capitaine, frappé de désespoir, cria que la mission avait échoué et ordonna à tout le monde de battre en retraite. Paralysée par la peur, la fille aux cheveux roux trembla, incapable de détourner le regard de cette vision horrible. Consumé par la fureur, le capitaine chargea imprudemment, jurant de mettre fin à la vie du traître. Il déchaîna une frappe de peur, mais Kui Sheng l'évita sans effort et contre-attaqua avec une précision mortelle, assénant un coup direct. Voyant son chef tomber, la jeune femme le traita de monstre et tenta de le retenir en lançant un objet. Mais le rocher n'a rien fait. Il a seulement déchiré un morceau de sa chemise. Se moquant d'eux, le méchant déclara que c'était leur malchance de le rencontrer ici, car aucun d'eux ne survivrait. Il s'est jeté sur la fille avec des griffes acérées. Entourée d'éclats de son épée brisée, elle s'est préparée à la mort. À la dernière seconde, son capitaine s'est jeté devant elle, encaissant le coup fatal à sa place. Il s'est effondré sans vie, et Kui Sheng s'est débarrassé de son corps, laissant le serpent le dévorer sans hésitation. La fille a crié de désespoir, impuissante tandis que le serpent monstrueux dévorait son chef. Un éclair violet a craqué sur le corps de la bête tandis que le traître fixait son regard sur elle. Avec des mots glaçants, il lui dit que c'était dommage. Il avait voulu l'ajouter à sa collection pour la transformer en spécimen et l'exposer comme un trophée. La main tachée de sang se tendant vers l'avant, il a pressé sa paume contre son visage tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Dans ses derniers moments de désespoir, elle a crié pour son frère se demandant où ils étaient. Et puis, une épée massive de foudre s'est matérialisée. Une voix puissante a déclaré qu'ils étaient arrivés pour la sauver. Le traître s'est retourné et a réussi à bloquer le coup avec son bras. Une onde de choc d'énergie dorée a explosé contre son dos, mais il l'a simplement écarté d'un grognement. Les yeux de la fille s'écarquillèrent de choc, et avec des lèvres tremblantes, elle appela le nom de sa sœur. Juste à ce moment-là, le protagoniste et sa sœur ont atterri fermement sur le sol, prêts pour la bataille. La fille a immédiatement reconnu son ancienne apparence et l'a appelé son frère. Il lui a assuré que des explications viendraient plus tard. Pour l'instant, ils avaient des affaires bien plus urgentes à régler. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roux restait figée, le regardant avec une expression perplexe, se demandant silencieusement ce qui se passait. Tournant son regard vers le serpent, le protagoniste réalisa rapidement que la bête avait subi une évolution en dévorant des éveillés, un phénomène inouï jusqu'à présent. Au même moment, le méchant traître commença à trembler tandis que l'énergie dorée tourbillonnait furieusement autour de lui. Avec une poussée de puissance, il brisa les entraves qui le retenaient, se libérant en un instant. Ses yeux se plissèrent et il ricana moqueur, demandant si ce n'était pas le jeune maître qui se tenait devant lui avec rien de plus que sa petite servante. Et ainsi, les trois sœurs se retrouvèrent côte à côte, prêtes à affronter leur adversaire de front. Confuse, la fille aux cheveux roux exigea de savoir comment ils étaient au courant de son existence et pourquoi ils avaient amené la plus jeune avec eux. Mais le méchant écarta complètement sa question, son esprit calculant déjà la meilleure façon d'exploiter la situation. Le protagoniste, observant attentivement, réalisa que ce n'était pas une brute sans cervelle. Son ennemi était rusé. Avec un sourire sinistre, l'homme révéla son intention de transformer la servante en une marionnette vide et de livrer le protagoniste directement à son maître. Le champ de bataille fut le témoin silencieux de sa cruauté. Plusieurs chasseurs gisaient vaincus, leur corps percés par des armes rouges incandescentes planant dans les airs. Il devint clair que le méchant maniait un rare pouvoir de type métal, lui permettant de forger des armes à partir de sa propre énergie et de les fusionner de manière transparente avec son corps. Les yeux perçants du protagoniste étudièrent leur niveau d'aura, et il comprit immédiatement la vérité. L'écart entre leur force et celle des ennemis était vaste, presque insurmontable. Mais alors, une étincelle de détermination s'alluma dans son esprit.
Ses yeux brillèrent alors qu'il se tournait vers ses sœurs, leur demandant d'écouter attentivement et de suivre ses instructions. De l'autre côté, le méchant dégageait une énergie glaçante, se préparant à frapper. Sans avertissement, il se jeta en avant avec une vitesse terrifiante, les griffes se dirigeant droit vers le protagoniste. Ses sœurs reculèrent instinctivement, lui laissant de l'espace. À ce moment-là, le protagoniste activa son éveil divin. La foudre rugit autour de lui alors qu'une brillante énergie jaune explosait vers l'extérieur, son corps rayonnant d'une puissance écrasante. Le protagoniste déchaîna sa puissance de foudre se déplaçant à une vitesse fulgurante pour échapper aux frappes du méchant. L'ennemi se figea un instant, ses yeux s'écarquillant. Il reconnut la technique. C'était un mouvement interdit, qu'il avait déjà vu. La mémoire lui revint, se rappelant une bataille passée où il avait combattu et vaincu quelqu'un qui maniait cette même capacité. À cet instant, la réalisation frappa. Cet enfant devant lui était lié à son adversaire passé. Éclatant de rire, il s'émerveilla de l'incroyable coïncidence. Mais le petit corps d'enfant du protagoniste ne pouvait pas supporter l'immense tension d'une telle puissance divine. Ses mouvements faiblirent et il sut qu'il ne lui restait qu'une seule chance. Rassemblant toutes ses forces, il cria les noms de sa sœur pour signaler le vrai plan. Entendant le bruit, le méchant tourna la tête vers le son. À ce moment-là, la sœur aux cheveux roux apparut, soulevant un énorme rocher au-dessus de sa tête. Sans hésitation, elle le lui lança de toutes ses forces. L'énorme rocher s'écrasa, mais l'ennemi l'évita facilement, le laissant s'écraser au sol et se briser violemment. Puis, un bruit étrange attira son attention, une traînée d'énergie verte traversa rapidement le sol. Alarmé, le méchant passa en état d'alerte maximale alors que l'énergie se rapprochait. Soudain, une violente tempête de poussière et de vent éclata devant lui. Le tourbillon s'est transformé en une tornade déchaînée créée par la sœur aux cheveux blancs avec sa capacité de vent. Même pris dans la tempête, l'adversaire ricana. Ce ne sont que des tours bon marché, se moqua Théil. Cette brève distraction était tout ce dont le protagoniste avait besoin. Concentrant chaque once de sa foudre divine, il forgea une lance crépitant d'une énergie imparable. Versant sa force dans une technique d'arts martiaux, il lança l'arme vers l'avant avec tout ce qu'il avait. Le méchant se retourna sous le choc, maudissant la ruse du garçon alors que la lance le frappait en plein dans la tête. La foudre perça de part en part. La force pure déclencha une explosion massive, laissant une traînée de dévastation à travers la forêt. Mais le prix était lourd. Le protagoniste s'effondra au sol, son corps incapable de supporter le recul. Sa sœur le réprimanda immédiatement, furieuse de son imprudence, tandis que les deux filles planaient anxieusement au-dessus de lui, terrifiées pour son état. Pourtant, même blessé, le méchant sourit sombrement. Il murmura que ça n'avait pas d'importance. Il protégerait toujours le jeune maître en finissant les deux petites filles. Avec un sourire sadique, il dégaina une lame tranchante et chargea à une vitesse terrifiante. La servante cria un avertissement et sauta devant la sœur aux cheveux roux, la protégeant du coup venant en sens inverse. Le coup du méchant atterrit avec une force écrasante, projetant son corps contre un arbre. Tournant les yeux vers la rousse, l'homme ricana. « Ne t'inquiète pas. C'est bientôt ton tour. » Ses bras se sont tordus et transformés en lames brillantes. Il les a lancés sur la fille, la clouant au sol avec une précision mortelle. Se penchant plus près, il la narguait. Elle ferait un appât parfait pour ses plans. Mais avant que le coup fatal ne puisse atteindre sa cible, un éclair jaune a surgi, déviant l'attaque à la dernière seconde. Grognant, le méchant a recentré son attention sur le protagoniste tombé, levant une petite dague. Il s'est jeté vers le bas. L'arme a percé profondément le dos du garçon, l'envoyant s'étaler impuissant sur le sol. La sœur aux cheveux roux regardait avec horreur, son cœur se brisant alors que son frère était frappé sous ses yeux. La fille aux cheveux roux s'est finalement libérée de l'emprise du méchant, a ramassé son frère blessé, l'ennemi a serré le poing, ricanant et demandant pourquoi le garçon était si pressé de rencontrer sa fin. Mais le protagoniste, faible et saignant, a réussi à rétorquer que c'était en fait le méchant qui était sur le point d'être vaincu. Du sang coulant de son œil, l'adversaire rugit de fureur face à l'insolence de l'enfant. Soudain, une voix dominante a tonné d'en haut, le traitant de bâtard ingrat pour avoir osé attaquer son maître. C'était le grand-père du protagoniste, descendant du ciel, les yeux brillants de rage. Aussitôt, le méchant réalisa la vérité que la lance de foudre précédente n'avait pas seulement été une attaque, mais aussi un signal intelligent pour convoquer la famille. Souriant, le protagoniste confirma que tout cela faisait partie de son plan. Un flashback révéla ce qui s'était passé quelques instants plus tôt. Lorsque la famille arriva sur les lieux et remarqua que les enfants avaient disparu, le majordome rapporta que le jeune maître et la servante avaient disparu. Le père grogna que son fils pouvait déjà marcher. Notre garçon, grand-père, donna l'ordre à ses hommes de les traquer immédiatement. Juste à ce moment-là, ils ont repéré la traînée de lumière brillante de l'attaque précédente du protagoniste. Sans hésitation, le grand-père a allumé son pouvoir de foudre et s'est élancé à pleine vitesse, courant droit vers le signal. Maintenant, arrivant sur le champ de bataille, le grand-père a instantanément évalué la situation. La confiance du méchant s'est fissurée, la panique traversant son visage. Sa seule chance était de prendre le protagoniste en otage. Avec une vitesse désespérée, il s'est jeté sur les frères et sœurs. Mais avant qu'ils ne puissent les atteindre,
la sœur aux cheveux roux s'est avancée, invoquant un bâton pour protéger son frère. Avec une frappe puissante, elle a renvoyé le méchant en arrière, le prenant complètement au dépourvu. Étonné, l'homme la regarda avec une rage bouillonnante. Puis, sorti de nulle part, le père du protagoniste est apparu, sa fureur dirigée vers le traître. Il cracha que le méchant était inutile, un échec complet. Sans hésitation, il lança une attaque dévastatrice. Le méchant se débattait pour fuir, criant que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, l'une des bêtes massives de la forêt l'a coincé. Sans possibilité de fuir, la créature l'a déchiré sans pitié, ne lui laissant aucune chance de survivre. Pourtant, la bataille était loin d'être terminée. Le serpent colossal a commencé à muter, se transformant en une monstrueuse créature dorée rayonnante. Le majordome se précipita aux côtés des enfants, vérifiant l'état du protagoniste et assurant aux autres qu'il était toujours en vie malgré ses blessures. Le grand-père a loué les filles pour leur courage et a déclaré que le serpent avait mûri au moment idéal pour qu'elles puissent réclamer son rare trésor. Mais à cet instant, la réalisation l'a frappé. Ces familles nobles utilisaient délibérément des civils innocents comme chair à canon, les sacrifiant pour faire évoluer ces bêtes terrifiantes. Résolu, le grand-père et son fils se sont préparés à affronter le serpent doré. Leur affrontement a déclenché une explosion cataclysmique d'énergie cramoisie déchirant la forêt dans une déflagration assourdissante. De la fumée, deux silhouettes sombres ont émergé tandis que les enfants se blottissaient à une distance sûre, regardant avec de grands yeux craintifs. Juste après cela, le grand-père et le père s'avancent avec le trésor de la puissante bête dorée qu'ils venaient de vaincre. Le vieil homme sourit, remarquant que la récolte d'aujourd'hui s'était avérée bien plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Sans perdre de temps, il ordonne au majordome d'escorter les deux filles et de rassembler les matériaux restants pour l'entrepôt. Dans son esprit, l'aîné intrigant complote déjà, mélangeant des déchets sans valeur avec des articles corrects pour les vendre à bas prix aux chasseurs moyens, tout en gardant les trésors de haute qualité de côté pour saigner à blanc les escouades d'élite avec des prix exorbitants. Il passe ensuite le sac de venin à son fils, lui disant de l'utiliser comme monnaie d'échange pour forger de nouvelles connexions puissantes. Le père accepte avec un sourire narquois gravé sur son visage. Ensuite, le grand-père remet la corne de serpent argentée, ordonnant qu'elle soit envoyée à la maison de vente aux enchères tout en déclarant que les écailles seront transformées en trésors protecteurs pour son petit-fils bien-aimé. Entendant tout cela, le jeune protagoniste ne peut que regarder avec confusion, incapable de comprendre la manière tordue dont sa famille gère les choses. Le majordome s'incline profondément, s'engageant à exécuter les ordres de son maître sans faute. Mais ensuite, le père du garçon intervient, demandant à son père de lui remettre l'essence du roi serpent. Le vieil homme fronce les sourcils avec agacement, marmonnant que son fils a déjà une femme bien capable de lui fournir une essence puissante illimitée. À ce moment précis, la mère du protagoniste s'approche en pensant, ne suis-je rien de plus qu'un outil pour eux? De derrière, le protagoniste et ses sœurs observent discrètement le déroulement de la scène tendue. Les yeux du père s'écarquillent sous le choc avant que son regard ne s'abaisse, s'attardant sur l'essence de sa femme. Son expression se tord de colère, ses pensées s'assombrissant, elle ne me le remettra jamais facilement. Puis ses yeux se tournent vers son fils. Pour rencontrer le regard acéré du protagoniste, comme déclarant sans mots, je ne partagerai jamais mon lait avec personne. Puis, sans hésitation, le grand-père lance l'essence de serpent vers le majordome. L'attrapant sans effort, le majordome est impressionné par la puissance écrasante rayonnant de la sphère. Le chef de famille déclare calmement que le fils aîné de son majordome est en train d'évoluer, et cette essence lui sera utile. Tombant à genoux, le serviteur loyal remercie son maître avec révérence, jurant un dévouement éternel au clan. Quelques jours plus tard, la scène se déplace vers le grand manoir de Luclon sous le ciel étoilé. À l'intérieur, le jeune protagoniste est assis dans sa chambre tenant un mystérieux pendentif. L'une de ses sœurs entre et l'informe que Xuang a maintenant également été affectée comme sa servante. Presque sur commande, les deux filles apparaissent devant lui en uniforme de bonne nette, souriant chaleureusement à leur frère. Regardant de nouveau le pendentif, une invite du système clignote devant ses yeux confirmant qu'il a reçu un trésor défensif de rang A. Remarquant son expression, l'une des filles demande avec inquiétude si quelque chose ne va pas. Mais avant qu'elle ne puisse insister davantage, les yeux du garçon brillent d'éclairs. Canalisant sa capacité, il libère une vague d'énergie jaune directement dans le pendentif. Une brillante explosion jaillit de sa pièce, se projetant par la fenêtre dans le ciel nocturne. Les deux sœurs restent bouche bée d'incrédulité, stupéfaites par la force pure que leur frère vient de déployer. Et pourtant, lorsque la lueur s'estompe, le pendentif reste intact sans une seule égratignure. Le garçon le serre dans sa main, plongé dans ses pensées. Ce petit test prouve ce qu'il soupçonnait depuis le début, que les bêtes peuvent évoluer en dévorant des humains éveillés. Ça confirme aussi l'horrible vérité. Les familles nobles utilisent délibérément les gens ordinaires comme appât, les exploitant pour récolter des ressources rares et de l'équipement exclusif tout en prétendant être leurs protecteurs. Les leçons enseignées à l'académie ne sont que des mensonges. Furieux de cette hypocrisie, le protagoniste serre les poings, les yeux brûlants de détermination. Les deux sœurs jettent un coup d'œil à leur jeune frère et lui demandent si l'information est vraiment si importante. Devenant sérieux,
le protagoniste explique qu'il commence seulement maintenant à réaliser à quel point l'ignorance peut être dangereuse. Prenant doucement le visage de sa sœur dans ses mains, il leur dit qu'à partir de maintenant, elles doivent compter sur l'influence de la famille Liu pour recueillir des renseignements. Avec des expressions résolues, les deux filles acquiescent et acceptent de suivre son exemple. Quelques instants plus tard, il change de sujet et demande à Wang pourquoi elle voyageait avec cette soi-disant équipe divine. Elle hésite, incapable de répondre tout de suite. L'autre sœur insiste, exprimant sa propre question, pourquoi le pouvoir de Xuang est-il si inhabituellement fort? La fille aux cheveux roux se tait, incapable de répondre, tandis que la plus jeune la fixe simplement avec une intensité inébranlable. Le protagoniste mentionne alors un autre nom, Sansan. En l'entendant, Xuang se fige, tout son corps se tend. Les larmes lui montent aux yeux et elle a du mal à expliquer ce qui est arrivé à leur sœur disparue. Submergée par le chagrin, elle s'effondre sur le sol, sanglotant de façon incontrôlable. Avant que ses cris n'attirent l'attention, le garçon lui couvre rapidement la bouche et lui conseille de se taire. Une fois qu'elle s'est un peu calmée, elle s'assoit au bord du lit, toujours tremblante, et commence à raconter le douloureux souvenir. Elle explique que le jour où leur sœur a disparu, elle était partie à la recherche de leur frère et n'est jamais revenue. La scène passe à un flashback. La petite Xuang est assise seule, regardant avec envie un morceau de gâteau, sa main tendant vers la cerise sur le dessus. Ses yeux tristes reflètent à quel point ses frères et sœurs lui manquent, attendant qu'il rentre à la maison. Finalement, elle décide d'aller les chercher elle-même. Elle erre dans la maison sombre et vide, appelant doucement le nom de Sanson. La peur s'insinue alors qu'elle dévale un couloir sombre, suppliant sa jeune sœur d'arrêter de se cacher et de sortir. De retour dans le présent, le protagoniste est abasourdi d'apprendre que Sanson s'était enfui de chez elle. Xuang continue d'expliquer que depuis le toit, elle a été témoin de quelque chose de terrifiant. La marée de bêtes n'était pas du tout une catastrophe naturelle, mais l'œuvre d'une personne malveillante. Son souvenir la montre se précipitant frénétiquement sur les toits, appelant désespérément le nom de Sanson. À un moment donné, elle frappe à une porte verrouillée, implorant sa petite sœur de s'échapper rapidement. Mais alors, son visage se tord en pure terreur alors qu'elle jette un coup d'œil sur le côté, réalisant qu'elle n'est pas seule. Sur le toit, Xuang a aperçu une étrange silhouette se tenant sous la pleine lune. Le visage de l'homme était enveloppé d'obscurité, mais ses yeux rouges perçants brillaient sinistrement. Levant un bâton qui rayonnait de puissance, il le frappa violemment contre le sol. En un instant, une vague massive d'énergie s'est propagée vers l'extérieur. Un gigantesque cercle magique cramoisi est apparu sous lui, son éclat sinistre illuminant la nuit. De son noyau, un faisceau brillant de lumière rouge a jailli vers le ciel, ouvrant une brèche dans les cieux. Ce qui a émergé était terrifiant, un œil reptilien colossal regardant à travers le portail. Xuang se figea de terreur alors que le portail rouge tourbillonnant s'étendait, et de ses profondeurs jaillissaient vague après vague de bêtes démoniaques. Son souvenir la montre se tenant impuissante alors que des créatures monstrueuses envahissent la ville, détruisant tout sur leur passage. Parmi eux se trouvait un loup-démon sauvage qui a commencé à la traquer. Juste au moment où l'évasion semblait impossible, un panneau lumineux est apparu devant ses yeux. Le système l'avait choisi. Il a déclaré qu'elle avait éveillé une capacité divine de culture corporelle. Suivant ses conseils, elle a fait un saut désespéré, s'élevant au-dessus des toits d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ce saut lui a sauvé la vie. De retour dans le présent, Xuang explique comment elle a couru sans cesse jusqu'à finalement rencontrer l'équipe de subjugation qui l'a recueillie. En entendant son histoire, le protagoniste reste sans voix, un autre système, un autre éveil miraculeux. Il suggère que si chacun d'eux a reçu un système, alors peut-être que Sanson aussi. Et si c'est vrai, elle pourrait encore être vivante quelque part. Le garçon hoche la tête, déclarant qu'ils utiliseront l'influence de la famille Liu pour rechercher toute trace de leur sœur disparue. Juste à ce moment-là, Xuang avoue timidement qu'elle a reçu une nouvelle tâche de son système, et elle est venue avec une récompense. Sans prévenir, elle prend son frère dans ses bras. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de panique, se souvenant instantanément de ce qui s'était passé la dernière fois. Ses sœurs, cependant, sont ravies. Riant alors qu'elles s'éloignent précipitamment, elles expliquent la nouvelle mission du système, donner un bain à leur jeune frère. Après cela, les deux sœurs ont traîné le protagoniste dans la zone de lavage pour un bain. La sœur aux cheveux roux l'a soulevé haut dans les airs, plaisantant en disant que c'était à quoi ressemblait un petit éléphant, tandis que le pauvre garçon criait d'embarras. Sur le côté, la sœur aux cheveux blancs ne pouvait s'empêcher de rire de la scène. Mais alors, la rousse a soudainement eu une idée malicieuse pour empêcher son frère de protester davantage. Avec un sourire méchant, elle a touché son éléphant. Un choc de douleur aiguë a traversé le corps du protagoniste, le laissant sans voix et humilié. Quelques instants plus tard, il était assis dans la baignoire, boudeur et pleurant à l'intérieur tandis que les sœurs le lavaient soigneusement, souriant tout le temps. Bientôt, elles l'ont rejoint dans la baignoire, éclaboussant et jouant avec l'eau alors qu'il se détendait lentement. Après le bain, les sœurs l'ont serré fort dans leurs bras, louant quel bon petit garçon il avait été. Mais le protagoniste a répliqué, grommelant qu'elles avaient changé. Tout d'un coup, la sœur aux cheveux roux s'est figée sur place, son expression joyeuse disparaissant et étant remplacée par une expression de pure terreur.
Le protagoniste a immédiatement remarqué sa réaction et a demandé anxieusement ce qui n'allait pas. Avec un doigt tremblant, elle a pointé devant, sa voix tremblant alors qu'elle révélait que la marée de bêtes avait été causée par cet homme. La révélation a laissé le protagoniste et son autre sœur stupéfaits. Pendant ce temps, dans une autre partie du manoir, le majordome marchait aux côtés d'un homme sévère avec une cicatrice sur le visage. La caméra zoome pour montrer son regard froid et intimidant. Dans un flashback, la fille aux cheveux roux s'est souvenue avoir vu le même homme sur un toit la nuit où la marée de bêtes a commencé. Dans son souvenir, il a levé son bâton, a conjuré un cercle magique brillant massif et a déchiré le ciel. De cette brèche a émergé un œil reptilien géant qui l'a rempli de terreur. Revenant au présent, le protagoniste a déclaré avec audace qu'il était le fils du futur chef de famille, disant à ses sœurs de ne pas paniquer. Sur ce, les trois ont continué dans le couloir. Alors que les deux hommes les dépassaient, le protagoniste lança un regard méfiant. Sa sœur aux cheveux roux, cependant, tremblait de peur, incapable de cacher sa réaction. L'homme marqué remarqua son malaise, mais ne dit rien. Forçant des sourires nerveux, les sœurs saluèrent poliment le majordome. Le majordome s'inclina alors respectueusement devant le protagoniste, l'appelant jeune maître Wong. L'expression du garçon se durcit tandis qu'il regardait silencieusement les deux hommes s'éloigner dans le couloir. Bientôt, ils atteignirent une lourde porte en bois. Le majordome annonça que Joe King était revenu rencontrer le maître de maison. Réalisant que c'était la salle de réunion, le protagoniste décida d'écouter aux portes. Sa sœur s'inquiéta à voix haute qu'il ne se fasse prendre, mais il la rassura avec une confiance calme, laissant entendre qu'il avait déjà un plan. Avec une détermination tranquille, les frères et sœurs se rapprochèrent de la porte, prêts à écouter. Le protagoniste ouvre soudainement la porte, faisant irruption dans la salle de réunion avec ses sœurs juste derrière lui. Ses sœurs crient qu'il n'a pas le droit d'entrer, mais il est déjà trop tard. À l'intérieur, son grand-père est assis calmement à son bureau avec le majordome et l'homme au visage balafré debout devant lui. Tous les trois tournent la tête, surpris par cette intrusion inattendue. Les sœurs s'inclinent immédiatement et s'excusent, expliquant nerveusement qu'elles ont essayé d'arrêter le jeune maître mais n'ont pas pu le retenir. Le garçon, cependant, ne prête aucune attention à leurs paroles. Au lieu de cela, il court droit vers le bureau, les bras grands ouverts, appelant son grand-père. Souriant chaleureusement, le chef de la famille Liu agite la main, renvoyant les filles de la pièce, et invite son petit-fils à s'approcher. Tirant le garçon sur ses genoux, il commence à parler fièrement de la force et de l'influence de leur famille. Son expression devient alors sérieuse lorsqu'il s'enquiert des récentes marées de bêtes. Le majordome et l'homme balafré se tiennent au garde-à-vous, écoutant attentivement. L'homme balafré rapporte que de nouveaux groupes de bêtes ont déjà été localisés et pourraient frapper à tout moment. En entendant cela, le visage du protagoniste se tord de colère. À cet instant, il réalise que l'académie trompe tout le monde, mentant sur le fait que les marées sont des catastrophes naturelles tout en envoyant les étudiants directement dans un danger mortel. Un flashback lui montre un professeur affirmant que les marées de bêtes sont des événements naturels, insistant sur le fait que les éveillés existent pour protéger les faibles. Revenant à la réunion, le majordome annonce qu'il a déjà pris des dispositions pour que la guilde affiche des missions très bien rémunérées. La promesse de riches récompenses attirera d'innombrables équipes directement dans le piège. Le grand-père le félicite, rappelant à tous que la famille du majordome sert loyalement la famille Liu depuis 3 générations. Avec un signe de tête satisfait, il ajoute qu'il est très satisfait de son service. À ce moment, le majordome fait un signe discret à l'homme au visage balafré qui comprend instantanément. Tombant à genoux, l'homme jure fidélité, déclarant que c'est un honneur de travailler pour la famille Liu. Le majordome exprime ensuite sa gratitude pour la générosité du maître, le remerciant pour le cadeau qui a permis à son fils d'atteindre le rang B le plus élevé. Le chef de famille sourit, ordonnant aux deux hommes d'aller de l'avant avec le plan de la marée de bêtes exactement comme prévu. L'homme balafré reste agenouillé, acceptant l'ordre sans hésitation. Mais le grand-père ne s'arrête pas là. Il ordonne également que des préparatifs soient faits pour l'équipement coûteux et les divertissements somptueux destinés aux survivants. Un bref flashback montre une version plus jeune du chef de famille se prélassant dans une source chaude entourée de femmes, tandis qu'une servante observe secrètement depuis l'ombre. S'inclinant profondément, le majordome accepte chaque ordre sans poser de questions. Alors que la nuit tombe, le grand manoir de la famille Liu brille sous le clair de lune. De retour dans leur chambre privée, le protagoniste explique le cruel complot de la famille à ses sœurs. Il révèle comment la famille Liu manipule les marées de bêtes, ouvrant des portails, utilisant des gens ordinaires comme appât et envoyant des éveillés se battre. Ce faisant, il amasse des montagnes de ressources précieuses pour eux-mêmes. Sa sœur, horrifiée, exige de savoir comment ils peuvent être si insensibles, demandant si ces personnes ne sont pas considérées comme humaines. Avec un regard sombre, le protagoniste répond qu'aux yeux des nobles, ils sont les seuls vrais humains. Tous les autres, rien de plus que du bétail. La sœur aux cheveux roux suggère de dénoncer le plan de la famille Liu à tout le monde, mais le protagoniste rejette rapidement cette idée. Il explique que même s'il disait la vérité, personne ne les croirait. Cette réponse met mal à l'aise les deux filles et elles se tournent vers leur jeune frère en lui demandant ce qu'elles devraient faire à la place. Avec un regard déterminé, le garçon déclare qu'ils vont écraser les laquais de la famille Liu et mettre fin aux marées de bêtes eux-mêmes.
Il fait signe à ses sœurs de s'approcher et les deux se penchent alors qu'ils commencent à chuchoter. Le protagoniste expose soigneusement son plan pendant qu'elles écoutent avec toute leur attention. Après avoir tout expliqué, il demande si elles ont compris. Les filles acquiescent, mais leurs expressions sont toujours tendues car elles se demandent si elles peuvent vraiment vaincre des ennemis aussi puissants. Avec assurance, le protagoniste leur rappelle qu'ils ont encore 3 semaines pour se préparer. Le plan commencera à la fin du mois. Levant son biberon, il insiste sur le fait qu'elles devront devenir plus fortes d'ici là. Sa sœur le regarde, confuse par ce qu'il veut dire, mais à ce moment-là, lui et la fille aux cheveux blancs échangent un regard entendu. Sans hésitation, il met le biberon dans la bouche de la rousse, la prenant complètement au dépourvu. Elle avale le lait, et instantanément, ses yeux s'écarquillent alors qu'elle sent son pouvoir monter en flèche sans aucun entraînement. Le protagoniste sourit, puis s'enfuit en disant qu'il va aussi manger un morceau. Pendant que les sœurs finissent le reste du lait, on voit leur mère méditer paisiblement jusqu'à ce que son fils fasse irruption soudainement. Avec un soupir exaspéré, elle le gronde, le traitant de petit morveux avide dont l'appétit ne semble jamais s'arrêter. 3 semaines plus tard, le protagoniste étudie un écran de système lumineux, se demandant s'il a atteint sa limite. Une nouvelle notification apparaît l'informant d'une nouvelle compétence. Il marmonne avec incrédulité, se demandant s'il est sur le point d'être transformé en hôte. Pendant un instant, il se demande même si retrouver ses forces signifierait traverser 9 autres mois dans le ventre de sa mère. Mais il réalise alors que cette nouvelle compétence ne concerne pas seulement la survie, elle peut également être utilisée comme une arme mortelle. Le système lui montre une illustration, révélant comment la technique peut être utilisée directement contre ses ennemis. Puis la porte s'ouvre en grinçant, et soudain, les deux sœurs entrent, leurs expressions vives et déterminées, prêtes à commencer le plan.